Donc bonsoir à tous. Laura, Marie, Fabien et moi sommes très très heureux de vous accueillir ici ce soir. Et si vous êtes à distance, merci de nous accueillir chez vous ce soir. Parce que je crois que vous êtes déjà nombreuses et merci de votre patience. Merci de nous avoir attendus. Alors votre présence ici ce soir montre tout le chemin parcouru en 10 ans. Et quel chemin! Alors, je vous dirais bien qu'on a atteint tous les objectifs qu'on s'était fixés et qu'on est arrivé exactement là où on voulait arriver. Mais en fait, la vie est beaucoup plus drôle et l'histoire est beaucoup plus belle. Si Fabien et moi avons toujours été extrêmement alignés sur le fond depuis le tout début. Par contre, sur les objectifs quantitatifs, ça a toujours été un peu plus rock'n'roll. En général, de pas grand-chose, d'un petit zéro. Quand je calculais qu'on allait avoir 20 000 sentinelles, il racontait déjà partout qu'on en aurait 200 000. Et cette loi des zéros marche pour absolument tout, et en particulier pour les budgets. Et quand je lui ai dit tout à l'heure que j'allais faire cette blague, il m'a dit « Oui, mais j'ai raison !» Ce qui est vrai, je reconnais. Donc, Fabien, merci pour ton ambition. Merci pour ton impatience, merci pour ton exigence. Elles ont vraiment forgé ce projet. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'on est arrivé exactement là où on voulait arriver. Et pourtant, avec 38 700 sentinelles, on est quand même sacrément fiers. Pour le reste, il y a 10 ans, on avait un bout de solution à un problème concret. Ce problème, c'est celui de la difficulté que les chercheurs ont à recruter des volontaires pour participer à la recherche. Et nous, notre solution, c'était l'email. Et c'était de créer une base de données de citoyens qu'on allait animer par des emails. On s'est dit que ça marchait pour Le Bon Coin, que ça marchait pour Decathlon, ça marcherait bien pour la recherche contre le cancer. Alors certes, ça reposait aussi sur des convictions un peu moins fonctionnelles et un peu plus émotionnelles. Déjà, la conviction que la maladie, ça n'arrive pas qu'à la personne malade. La maladie, ça arrive à tout un collectif. Et donc, la lutte contre le cancer, ce n'est pas l'affaire des personnes malades, c'est l'affaire de tous. Une autre conviction que nous avions, c'est qu'on passe tous une meilleure journée quand on a rendu service à quelqu'un. Et participer à la recherche, c'est rendre service à quelques-uns. Mais néanmoins, nous restions dans une vision assez fonctionnelle des choses. Un problème, une solution. 10 ans après, on utilise bien l'email pour générer des participations à la recherche, puisque la communauté a participé à 66 études qui ont donné lieu à 113 000 participations à la recherche. Ouais, c'est beau. Mais ce faisant, quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus fertile, de beaucoup plus foisonnant, de beaucoup plus complexe aussi est né. Parce que ce projet, très vite, nous a échappé. Il nous a mis à son service. Et au service de quelque chose de bien plus grand qu'une réponse fonctionnelle à un problème concret. Il nous a mis au service déjà d'une formidable communauté citoyenne, engagée, solidaire, exigeante. Vous, les sentinelles. On ne compte plus les mails où on se fait engueuler. On se fait engueuler parce que les critères sont trop étroits et que toutes celles qui voudraient participer ne peuvent pas participer ou parce qu'on n'a pas assez bien traité tel ou tel sujet. Tous ces emails-là, on les chérit au même titre que les emails de remerciement parce qu'ils disent quelque chose de votre engagement. Merci. Merci de votre confiance. Merci de votre exigence. Merci de votre persévérance. Et merci de votre espérance. Rien de tout cela n'aurait été possible sans vous. Et puis, nous sommes au service d'un dialogue entre deux modes d'existence. Le mode d'existence scientifique et le mode d'existence de l'expérience,
direct ou indirect de la maladie, au service d'un dialogue entre deux savoirs. Et c'est un dialogue difficile, car ça demande à chacun de se décentrer, de reconnaître pour certains les limites de leur perspective et pour d'autres leur légitimité à parler. Un dialogue qui instaure une relation plus horizontale, où chacun donne et chacun reçoit, et dans laquelle les savoirs ne sont pas hiérarchisés, mais conjugués pour devenir vraiment complémentaires. Un dialogue terriblement fertile. Et à ce sujet, j'en profite pour remercier Marie Préau, directrice de notre comité scientifique depuis 10 ans, qui œuvre sans relâche à nourrir ce dialogue et à le documenter. Merci Marie. Sentinelle, c'est donc beaucoup plus qu'un outil qui répond à un problème concret. C'est un pont entre deux mondes. C'est l'opportunité d'expérimenter un nouveau faire ensemble. C'est un agent de changement culturel. C'est très peu de technique, finalement, et beaucoup de tripes et de cœur. Et puis, c'est une formidable aventure humaine. Si vous croisez ma mère ce soir, elle va vous dire que j'ai toujours eu beaucoup de chance. C'est vrai. C'est vrai. Et ce projet aussi a toujours eu beaucoup de chance. Déjà, de faire les bonnes rencontres. Et les bonnes rencontres, on les a faites dès le début, à l'Institut national du cancer, à la Fondation ARC contre le cancer et au sein du groupe de lingerie Chantelle, qui sont les 3 bonnes fées à s'être penchées sur notre berceau. Et en parlant de fées, merci Agnès, Anne, Emmanuel, merci Patrice, merci Marianne, merci Jacques, Franck, Guillaume d'avoir été ces bonnes fées. Nous avons fait aussi les bonnes rencontres pour ceux qui font ou ont fait vivre ce projet au quotidien. Merci Lauriane, qui d'ailleurs est toujours en train de faire vivre le projet puisqu'elle est en direct avec les sentinelles qui sont en ligne. Merci Laura, merci Claire, merci Laura, on a 2 Laura. Merci Grégoire, merci notre cher comité scientifique et plus récemment, merci Annie, merci Muriel et merci notre comité stratégique. Et merci à vous tous qui nous encouragez, nous challengez, nous faites confiance, vous faites appel à nous, merci. Chercheurs institutionnels, partenaires, voilà, tout ça, c'est une formidable aventure humaine qui, on l'espère, honore ce que l'on trouve être absolument central dans notre projet, c'est-à-dire notre interdépendance, en particulier en matière de santé. Alors, on va parler de faire ensemble, hein, vous avez bien compris, de faire ensemble, de métamorphose, d'hybridation, qui est un concept passionnant que nous allons explorer ce soir avec la philosophe Gabrielle Alperne. Gabrielle, je vous laisse venir nous rejoindre. Alors, puis ce seront Elga Salé et Fanny Bernard du cabinet Goodwill qui viendront nous présenter les résultats de la mesure d'impact que l'on a effectuée cette année à l'occasion de nos 10 ans. Et vous verrez, ces résultats illustrent parfaitement que faisant ensemble, on fait beaucoup plus que faciliter le recrutement à la recherche. Puis nous laisserons la scène aux sentinelles qui viendront nous expliquer avec leurs mots leur expérience de sentinelle. Merci mesdames de vous être prêtées au jeu. Et enfin, Christine Chaumienne viendra nous parler des ambitions européennes en matière de participation à la recherche, parce que celles-ci sont élevées, et du coup nous montre la voie. Mais je vous propose que sans plus tarder, nous rentrions dans le vif du sujet. Pour les questions, on aura un temps réservé à la fin de toutes les interventions. Si vous êtes en ligne, n'hésitez pas à envoyer vos questions au fur et à mesure. Lydia et Lauriane, qui sont en direct avec vous, en prendront bonne note. Alors, Gabrielle, je me tourne vers vous. Gabrielle, vous êtes philosophe. Vous êtes autrice de nombreux ouvrages, dont le dernier intitulé « Et si le monde était un opéra ?»
Alors, et qui est sorti il y a juste quelques jours. Et j'aurais adoré que l'on parle de l'opéra et de ce que cela dit de notre époque. Mais ce n'est pas tout à fait notre sujet du jour. Donc, on va plutôt se concentrer sur le concept d'hybridation, qui est un concept sur lequel vos projets de recherche portent depuis plus de 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce concept et ce qu'il recouvre ? Oui, bien sûr. Ça marche bien. Parfait. Ouais. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureuse et très honorée de pouvoir m'exprimer devant vous ce soir. Alors, pour expliquer ce que c'est que l'hybridation, j'ai juste besoin de faire un petit pas de côté avant pour comprendre pourquoi finalement ce thème se justifie. On pourrait dire que si notre rationalité était très utile à l'être humain au début pour pouvoir construire les sciences, pour pouvoir comprendre le monde qui nous entoure, pour pouvoir comprendre les phénomènes naturels, eh bien, force est de constater que notre rationalité s'est un peu rigidifiée au fil des siècles, au point de transformer notre cerveau en usine de production massive de cases. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on fait ça toute la journée. Toute la journée, on range notre conjoint dans une case. Les métiers, on les range en des cases. Alors, il y a des métiers manuels, des métiers intellectuels. Les générations aussi, on les range en des cases. Il y a les jeunes, et puis il y a ceux que l'on appelle pudiquement les seniors. Bon. Puis, il y a les agriculteurs, il y a les start-upers, il y a les artisans. Enfin bref. En fait, on passe notre vie, nos journées, à ranger tout et tout le monde dans des cases. Et ce faisant, on passe complètement à côté de leur réalité. Et en fait, on passe complètement à côté de la réalité. Et le problème, c'est qu'à force de penser le monde comme ça, à force de coller toujours des étiquettes sur les situations, sur les choses, sur les gens, en fait, on ne se rend pas compte, mais on crée des frontières absurdes et des frontières artificielles entre les mondes, entre les personnes, entre les générations, entre les métiers, entre les secteurs, entre les territoires. Et à terme, ça crée des fractures entre les mondes. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça n'est pas une fatalité. Et ce qui est intéressant, c'est que si l'on regarde un peu autour de nous, on constate qu'il y a plein de petits signaux faibles, positifs, qui témoignent du fait que, non, tout n'est pas irréconciliable. Il y a des choses que l'on peut arriver à réconcilier, il y a des mondes que l'on peut arriver à penser ensemble, et il y a des ponts que l'on peut arriver à créer entre les mondes. Alors ces petits signaux faibles, positifs, justement, je les appelle des signaux faibles d'hybridation. Alors l'hybridation, s'il fallait une définition, je dirais que c'est le mariage improbable. C'est-à-dire que c'est le fait de mettre ensemble des personnes, des métiers, des sciences, des générations, des arts, des matériaux, des secteurs, qui a priori n'ont pas grand-chose à voir ensemble, voire qui pourraient sembler contradictoires, mais qui justement, mis ensemble, vont permettre de créer quelque chose de nouveau. Un tiers métier, un tiers lieu, un tiers usage, et pourquoi pas une tierce science. En tout cas, de nouveaux mondes. Alors, si ça paraît très abstrait, je vais vous donner 3 exemples très concrets de ces petits signaux faibles d'hybridation autour de nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais se développent de plus en plus en France et à l'international des lieux un peu étranges que l'on appelle des tiers-lieux, dans lesquels on va trouver pêle-mêle une épicerie solidaire, une crèche, un incubateur de start-up et une résidence d'artistes. Et donc tout ça, réuni dans un même lieu. Un autre exemple, on voit des drôles de coopératives se développer, que l'on appelle des sociétés coopératives d'intérêt collectif, avec du multisociétariat. Et donc, comme sociétaires, on va trouver des personnes physiques et des personnes morales, des personnes publiques et des personnes privées. Et donc, toutes ces personnes, tous ces différents intérêts, toutes ces différentes temporalités réunies dans un même projet. Et je vous donne un dernier exemple, justement, dans toute la question sur comment répondre à la crise écologique, environnementale. Il y a un artiste plasticien, Jérémy Gobet, qui a, à partir de dentelle, travaillé avec des ingénieurs et des chercheurs, et donc qui transforme donc cette dentelle en petit tuteur qui met autour du corail pour permettre au corail de se régénérer. Et donc là, c'est génial parce qu'on a une hybridation entre l'art, la science, la recherche, voilà, au service justement d'un sujet éminemment important, environnemental. Voilà, donc en tout cas, en gros, en quelques mots, voilà ce que c'est que l'hybridation. Formidable. Et comment est-ce que, du coup, par rapport à ce que vous connaissez du projet, dont on a eu l'occasion de parler, comment est-ce que ce concept s'applique à ce que nous faisons, nous, chez Sentinelle ? Oui, alors justement, c'est pour ça que je suis particulièrement heureuse d'être avec vous ce soir, parce que, enfin,
à mes yeux, Sentinelle représente un magnifique exemple justement d'hybridation avec différents acteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous l'avez dit en introduction, c'est vraiment cette idée de créer des ponts entre les mondes. Parce qu'encore une fois, on crève de ces silos, de ces cases, de ces étiquettes qu'on passe notre temps à coller sur tout et tout le monde. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est bien le but, c'est créer ces ponts entre les mondes, réconcilier aussi les mondes, la science, les citoyens, la recherche, peut-être aussi réconcilier différentes sciences qui parfois se regardent en chien de fusil. Voilà. Donc, et surtout, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que à travers cette question de l'hybridation, et si j'ai bien compris, c'est aussi le cœur de votre sujet, c'est aussi la question de la relation, et la relation à l'autre. Et Amit, derrière tous les grands mots d'hybridation, en fait, derrière ça, c'est une philosophie de la relation à l'autre. Merci, c'est passionnant. Et ce point de la relation est un point qui est extrêmement important pour nous. Si vous nous connaissez un peu, ça fait partie des choses sur lesquelles on porte beaucoup d'attention. Comment est-ce qu'on équilibre la relation? Comment est-ce qu'on fait, comme je le disais tout à l'heure, pour que chacun donne et reçoive? Parce que ce sont ça les garanties d'une relation qui va être pérenne et va être productive pour chacun dans le temps. Merci Gabrielle. Je vous laisserai prendre la parole quand vous voulez à l'avenir. Et j'aime beaucoup ce concept de métamorphose réciproque qui, je trouve, annonce très bien ce que vous allez nous présenter, mesdames. Vous avez pas. Si vous avez les micros là. Non. Attends, c'est ça. C'est ça qui vous manque, hein. Donc on vous laisse la parole et on vous laisse nous expliquer ce que c'est déjà qu'une mesure d'impact et puis comment est-ce qu'on a fait ça ensemble. Tout à fait. Moi, je m'appelle Elga Salé, comme Guillemette l'a dit, et c'est un vrai plaisir pour moi d'être là pour vous parler d'un projet qui a démarré pour moi il y a 1 an, avec la rencontre avec Guillemette, qui a eu lieu en septembre 2022, qui était aussi le point d'entrée pour moi dans cet écosystème de la recherche médicale que je ne connaissais pas du tout, dont je ne connaissais pas les blocages, je ne connaissais pas beaucoup les enjeux. Donc on s'est rencontrés. Guillemette voulait étudier l'impact de Sentinelle, voulait comprendre ce que l'association avait permis de réaliser au cours des années passées et comprendre ce qu'elle pouvait développer pour les 10 années à venir. Et ça tombe bien parce que moi, c'est mon métier. Dans la vie, je mesure les impacts de produits, de services, d'organisations, d'entreprises. Et donc on s'est mis d'accord pour travailler ensemble avec ce double objectif, faire le bilan et préparer la suite. Et pour faire ça, on a constitué une équipe à laquelle j'étais intégrée, avec Guillemette naturellement, avec aussi Romaine Desjardins, qui est doctorante en psychologie sociale de la santé, qui est parmi nous ce soir, et Fanny Bernard, qui travaille aussi à Goodwill Management, qui est économiste de formation. Et on s'est lancé. En octobre, on a commencé par une phase un peu plus exploratoire, où on a pu interroger des professionnels de la recherche et des sentinelles pour comprendre un petit peu, elles, leur vision. Et ensuite, on est passé à l'échelle. Avec, pour tous les chercheurs qui sont avec nous ici, vous connaissez très bien les 2 volets que je vais évoquer. Une partie un petit peu plus quantitative, où on avait envie de chercher l'exhaustivité, de dresser un bilan, d'avoir quelque chose de consolidé sur l'ensemble des populations qu'on va étudier. Donc pour nous, c'était les sentinelles, avec un questionnaire qu'on leur a adressé, et les professionnels de la recherche qui avaient fait appel à la plateforme, avec une étude de l'ensemble des travaux qui avaient pu être menés en passant par Sentinelle. Et le deuxième volet, le volet un peu plus qualitatif, on a envie de comprendre ce qui s'est passé, comprendre le changement, l'expliquer, de venir suivre des parcours de vie pour voir comment est-ce que Sentinelle a pu s'insérer et a pu changer des choses sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Et ça, on a pu le mener avec des entretiens. Vous avez les éléments ici. On en profite pour remercier tout l'écosystème de Sentinelle pour la mobilisation dont il a fait preuve au cours de cette mesure d'impact. On a eu 1800 sentinelles qui ont accepté de répondre à notre questionnaire. On a eu 15 sentinelles qui ont pu se rendre disponibles pour échanger avec nous et 15 professionnels de la recherche qui, pareil, ont accepté de prendre du temps pour nous expliquer comment est-ce que Sentinelle pouvait venir s'insérer dans cet écosystème-là et est-ce que ça pouvait venir changer par rapport à des études qu'ils avaient pu mener par d'autres biais. Donc, qu'est-ce que ça a donné tout ça? J'ai pas beaucoup de temps, on m'a dit d'être assez brève. Donc, quelques chiffres et quelques éléments qu'on avait envie de partager avec vous ce soir. D'abord, pour les chercheurs, pour les professionnels de la recherche, Guillemette a cité les chiffres, on est sur 113 000 participations par le biais de Sentinelle. Et ce qui est vraiment ressorti des entretiens qu'on avait pu mener, c'était le
vecteur d'accélération du recrutement que pouvait représenter Sentinelle pour les chercheurs qui font appel à la plateforme. Vous le savez, normalement, on a vraiment un recrutement qui passe principalement par les professionnels de la santé qui vont chercher à convaincre des patients de venir participer à des études. Et là, le fait d'avoir un vivier de Sentinelle qui est réactif, qui est engagé, qui est disponible, ça déclenche quelques centaines de participations, voire quelques milliers en quelques jours, quelques semaines. Donc on avait des chercheurs qui étaient vraiment assez bluffés de ce pouvoir d'accélération, de ce que Sentinelle pouvait déclencher en termes parfois d'atteinte de masse critique de réponses sur les études qu'ils pouvaient mener. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que le parti pris de Sentinelle, qui est de dire que ce n'est pas une plateforme qui est uniquement pour les personnes qui sont malades, qui ont été malades, mais qui va aussi chercher d'autres profils, notamment des profils d'aidants, des profils de citoyens qui sont simplement impliqués, c'est que ça permet aussi de réaliser certaines études qui sinon n'auraient pas pu avoir lieu, faute d'accès à ces profils-là. On a une chercheuse qui nous l'a très très bien dit. Pour nous, il est très difficile d'avoir des contacts avec des personnes qui ne soient pas des patients ou des associations de patients. Or, pour les enquêtes de prévention, les non-atteints sont extrêmement importants. Il n'y a pas d'autre façon que Sentinelle d'avoir un lien direct et simple avec ces personnes-là. Sentinelle permet non seulement d'accélérer le recrutement, mais permet aussi la réalisation même de certaines études. Et ce qui était en plus intéressant, c'est qu'on a un certain nombre de chercheurs qui ont souligné la qualité des réponses qui avaient pu être obtenues grâce à Sentinelle, avec le fait que, on l'a dit, normalement on passe par un recrutement individuel avec une phase où il faut convaincre, il faut expliquer, il faut faire comprendre. Et là, ils ont accès à des personnes qui sont, on va dire, au bout d'un parcours personnel, qui sont d'accord pour s'impliquer, qui sont d'accord pour venir donner du temps, d'accord pour venir raconter leur expérience, partager leur expérience. Et ce qui a été souligné, c'est aussi la très grande qualité des réponses qui ont pu être obtenues par ce biais-là, par le biais de vous, des sentinelles qui acceptent de se mobiliser. Pareil, ça a été assez bien dit par une chercheuse. Les données collectées avec Sentinelle sont vraiment de très bonne qualité. Ce qui était marquant, c'est que beaucoup de sentinelles nous ont écrit pour nous remercier, de leur donner l'opportunité de partager leur expérience, de donner leurs avis. Mais c'est nous qui avions envie de les remercier. On sent vraiment une communauté qui est incroyable, des gens motivés, consciencieux, éduqués. C'est une population un peu modèle, pionnière, qui va permettre de développer la recherche communautaire et la démocratie sanitaire. On dit ça parce que ce côté remercier, c'est quelque chose qui est revenu aussi sur notre étude, donc ça nous intéresse particulièrement. Et... Pardon. Merci, c'est une célébration, c'est magnifique, on est là pour fêter un anniversaire. Ça, c'était plutôt du côté des chercheurs, des éléments qu'on a pu regarder. Du côté des sentinelles, ce qui est revenu, c'est d'abord ce côté engagement citoyen. Pourquoi est-ce qu'on décide de s'inscrire sur Sentinelle ? Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce qui déclenche vraiment cette venue ? Et bien souvent, c'est une rencontre plus ou moins personnelle avec le cancer, soit de ses proches, et l'envie aussi de transformer cette relation, cette rencontre en quelque chose d'utile, l'envie de s'engager. On a effectivement 93% des sentinelles qui ont dit que pour elles, être sur Sentinelle, c'était vraiment un acte citoyen, de répondre à ces études, d'être sur la plateforme. Je me suis inscrite suite au cancer d'une maman de l'école que fréquentaient mes enfants. J'avais besoin de transformer toutes mes émotions négatives en quelque chose de concret et d'utile. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on est arrivés, Guillemette hésitait beaucoup à utiliser le terme de communauté. On parlait plutôt de plateforme. Et en fait, c'est un terme qu'on a pu creuser aussi avec les personnes avec qui on a pu discuter et qui a vraiment été repris par une majorité d'entre elles. On leur a posé la question et elles se reconnaissaient dans ce terme de communauté, de faire communauté. Deuxième élément qu'on a trouvé intéressant, c'était le lien entre la participation à des études, qui dans leur grande majorité sont des études non interventionnelles, et le rapport à sa propre santé. Qu'est-ce que ça pouvait changer ? Et là-dessus, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on avait 68% des sentinelles qui estimaient que répondre aux questions qu'on pouvait leur poser dans le cadre de ces études-là leur permettait de se poser des questions sur leur santé qu'elles ne se seraient pas posées en temps normal. Et on a vérifié, elles sont d'accord pour dire que c'est une bonne chose. Elles trouvent que c'est une bonne idée. Donc on a vraiment ce côté de dire que participer à ces études-là, ça permet de s'interroger, de dire si on me pose cette question-là, c'est qu'il y a une question à se poser. Et donc, c'est que j'ai besoin, moi aussi, de me poser la question. Et ça permet aussi de mettre des mots
sur un ressenti, sur une expérience. Quand on remplit le questionnaire, on fait une introspection. On se pose des questions qu'on ne se serait pas posées, on met des mots sur notre ressenti et on peut constater que ça ne concerne pas que nous. Et en ce sens, ça modifie réellement le rapport à notre propre santé. Et cette question du changement du rapport à sa santé peut parfois aller jusqu'à presque un rôle de prévention. Comme en fait on amène les personnes à être parfois plus à l'aise, en tout cas moins craintives par rapport à la maladie. Ça peut aussi vraiment jouer un rôle dans la santé, qui a été assez bien illustré par un témoignage que je trouve assez marquant. Je me suis penchée sur mon histoire avec le cancer du sein, sans filtre et avec moins de crainte. J'ai découvert des cas dans ma famille et je me suis rapprochée de mon médecin pour une recherche génétique qui s'est révélée positive. J'ai choisi une mastectomie bilatérale de prévention l'année dernière. Ce rapport à la santé, le fait de prendre du recul sur sa propre santé, ça peut parfois aller jusqu'à une vraie posture de reprise de pouvoir, reprendre le pouvoir, changer de posture face à la maladie. Un premier élément qu'on a pu regarder, c'est qu'on a près de 8 sentinelles sur 10 qui estiment que Sentinelle leur permet d'agir pour leur santé et pour celle des autres, celle de leurs proches, celle de l'ensemble des citoyens. Ça, c'était quand même quelque chose d'assez fort. Se dire aussi que ça permet de se sentir plus positif face à la maladie, se sentir moins démuni. Le cancer semble parfois être une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Le fait de participer à la recherche me permet de me sentir plus confiante pour moi, pour mes proches, et de me dire que si le cancer nous tombe dessus un jour, on en saura plus demain qu'aujourd'hui grâce à la recherche médicale. Et ça va parfois jusqu'à un vrai changement de posture, avec des personnes qui disent qu'elles ne sont plus simplement malades, mais qu'elles peuvent vraiment devenir des contributrices de la recherche, contributrices de la science. C'est quelque chose qu'on a pu voir chez 60% des sentinelles, qui disent aussi que Sentinelle permet de se sentir plus positif face à la maladie, qu'elles aient été malades ou pas. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde, même si c'est un chiffre qui montre un petit peu, si on regarde les patientes et anciennes patientes qui sont présentes sur la plateforme. La maladie nous tombe dessus. Évidemment, on n'a pas eu le choix. En revanche, on peut choisir d'être acteur et d'aider les autres. Ça permet d'être plus résilient dans la situation et d'éviter à d'autres patients de vivre certaines difficultés qu'on a vécues. Et ce qui était en plus intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que ces impacts qu'on pouvait constater, dont je vous en ai présenté une petite fraction, se ressentaient de manière plus intense chez certaines sentinelles, chez certains types de sentinelles. Et ce qu'on a pu voir, c'est notamment que les impacts sur le gain de confiance en soi, sur le changement de posture face à la maladie, sur le changement de posture face à la recherche, eh bien, se manifestaient de manière plus marquée chez les sentinelles qui avaient plus de 60 ans et chez celles qui n'avaient pas de diplôme du supérieur, ce qui est assez intéressant parce que ce sont peut-être celles-là qui sont les moins sensibilisées aussi à ces enjeux de changement de paradigme et changement de relation entre le soignant et le soigné. Donc nous, c'est vrai que c'était aussi la confirmation de l'intuition qu'on pouvait avoir et que Guillemette pouvait avoir sur l'intérêt de cette plateforme-là, qui finalement aide peut-être les personnes qui en ont le plus besoin. Donc ce qu'on peut retenir, je vais rebondir effectivement sur ce que Guillemette et sur ce que Gabriel on peut dire, c'est qu'on passe vraiment d'un système où on pensait qu'il y avait des personnes qui s'inscrivent pour se sentir utiles, qui viennent juste là pour donner. Et ce qu'on a pu voir avec cette étude, c'est qu'en fait ce sont des personnes qui reçoivent aussi en participant, en s'inscrivant. Donc on passe vraiment d'un système où on a d'un côté ceux qui savent, de l'autre ceux qui reçoivent, à un système où finalement tout le monde reçoit. Et on est dans une boucle de solidarité qui bénéficie à tous. Donc j'ai essayé d'être assez rapide. Je vous invite à aller consulter l'étude dans sa globalité, puisqu'on a plein d'autres éléments que je trouve passionnants sur le lien à la recherche, le lien à la science, sur la relation avec les aidants, l'inclusion des aidants, sur le regain de confiance en soi, qui sont vraiment passionnants. Mais pour finir, les mots de la fin, on avait envie de les laisser aux sentinelles. Ce que vous avez ici, c'est le nuage de mots qui sort d'un champ libre qu'on avait laissé à la fin du questionnaire, alors disant simplement que c'était un espace pour elles, qu'elles pouvaient s'exprimer. Et bien sûr, ce qui marque, c'est cet énorme merci qui est en plein milieu, avec des sentinelles qui remerciaient de la possibilité de partager leurs expériences, qui remerciaient aussi, bien sûr, pour la possibilité de participer, de venir répondre à des études, de venir participer à ce genre de projet. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est nous qui avons envie de les remercier, de vous remercier, de remercier tout cet écosystème pour tout ce que vous avez rendu possible.
vous laisse la parole. Merci mesdames. Comme elles vous l'ont dit, hein, vous avez vu que quelques chiffres sur une... on a 80 questions. On avait 60 questions. Oui, 60 questions. Donc on n'a que quelques chiffres. Cette mesure d'impact, elle va être publiée sur notre site. Vous aurez l'intégralité de l'information. Et je crois que je laisse la parole maintenant aux sentinelles. On va aussi vous laisser la scène, si j'ai bien compris, et pas que la parole. Grandir, se marier, enfanter, allaiter, élever, aimer, construire, travailler, partager, rire, habiter, fumer, ignorer. Écouter. S'écouter. Consoler. Se consoler. Oser s'engager. Témoigner. Se confier. Apprendre. S'informer. Faire des rencontres. Communiquer. Faire des projets. Construire. S'aimer. Vivre. Aimer vivre. Être curieuse. Être utile. Être parmi d'autres. Être. Je suis sur un fil, entre maladie et espoir. Je réponds, dès que je le peux, à de longs questionnaires. Je me sens utile, je dépasse mon impuissance, je suis une sentinelle. Je suis une maman soucieuse du bien-être de mes enfants qui se demandent comment ils ont vécu ma maladie. Je suis une passeuse. Je ressens de l'admiration pour toutes les personnes qui s'engagent pour Sentinelle. Je suis une sentinelle. Je suis une femme qui se reconstruit après le tsunami de la maladie pour être moi-même. M'-A-I-M-E. Je m'engage pour faire avancer la recherche. Je joue le rôle d'ambassadrice pour fédérer d'autres sentinelles. Je suis une sentinelle. Je suis un chêne, 150 ans peut-être, au bord d'un champ de blé. J'apprends, je crois en l'intelligence collective qui me donne de l'espoir. Je sens que les frontières entre malades, ex-malades, non-malades n'existent plus vraiment. Je suis une sentinelle. Tu es une oreille attentive dans laquelle on chuchote lorsqu'on ne se sent pas bien. Tu participes à des études pour aider les sentinelles. Tu ressens de la compassion pour les malades et tu veux leur apporter ton soutien. Tu es une sentinelle. Tu es une combattante épuisée. Tu ressens de la gratitude et de l'émotion. Tu es une sentinelle. Nous sommes tellement guimauves, alors que les autres ne voient que des guerrières. Nous faisons tous les témoignages possibles pour faire bouger tous ceux qui nous enferment dans des rôles passifs.
Nous nous sentons actives, audibles, en vie, quel que soit le temps qui nous reste. Nous sommes des sentinelles. Nous sommes heureuses de savourer la vie tous les jours. Nous communiquons sur le sens et l'intérêt. Nous ressentons une forme de privilège à faire partie de cette communauté si innovante et unique. Nous sommes des sentinelles. Nous sommes là ce soir, aujourd'hui, avec vous. Nous essayons de nous engager en parlant de sentinelles autour de nous. Nous sommes fiers d'appartenir à cette merveilleuse communauté. Nous sommes des sentinelles. Femmes like me. Ensemble, espoir, bienveillance, partage. Ensemble, faire bouger les lignes. Sororité, maladie, communauté. Faire gagner du temps aux chercheurs. Recherche, générosité, accélération, disruption, donner et recevoir, chacune avec son histoire. Sentinelle, agir. Merci. Merci, mesdames. Merci de nous avoir fait confiance. Merci de nous avoir confié ces mots, de nous avoir confié ces gestes. Merci à Adèle et Lise d'avoir rendu ça possible. Tout à l'heure, Elga disait à juste titre que j'étais un peu résistante au fait d'utiliser le mot communauté, parce que c'est vrai qu'on est un site sur lequel on n'offre pas la possibilité pour vous de vous rencontrer, de discuter ensemble. Et à la fois, il y avait une partie de moi qui savait que vous vous retrouviez ailleurs, et en particulier sur des valeurs et sur ce faire ensemble. Et ce faire recherche ensemble qui est un faire société. Et je vous remercie de l'avoir aussi joliment illustré ce soir et aussi poétiquement illustré. Merci. Merci, mesdames. Gabrielle, je sais que vous vouliez réagir tout à l'heure. Alors... Oui, alors même si c'est pas forcément facile de réagir maintenant. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je vous remercie. Effectivement, c'était. Du coup, je préfère réagir maintenant par rapport à ce qui vient d'être dit, parce que sinon après ça fait bizarre si je réagis par rapport à ça. Voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans les mots que vous avez choisis, ce sont des verbes. Évidemment, ça n'est pas un hasard, hein, j'imagine. En tout cas, j'aime bien cette idée d'action. Et notamment parce qu'en fait, dans ce que vous avez dit, en fait, il y a une notion de transgression
et que je trouve très chouette. Voilà, non, on n'est pas assigné à résidence d'une étiquette, d'une maladie, d'un rôle, d'un caractère passif, de l'impuissance. Non, en fait, on va transgresser, cette case dans laquelle on nous a enfermés. Et j'aime bien cette idée de transgression. Parce qu'en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'essaie de défendre avec cette idée de l'hybridation, qui est pas genre juste une molle synthèse, mais au contraire, c'est cette capacité justement à transgresser les rôles, à transgresser les frontières, mais c'est une transgression généreuse, hein, donc on peut l'assumer. Et en tout cas, voilà, je pense que c'est vraiment ça qui apparaît. Et ce que je trouve intéressant, c'est une transgression féconde, au service de la science et de plein d'autres choses. C'est ce qui a été montré dans les mesures d'impact. Donc, je pense que cette idée-là de transgression, je pense, est intéressante à pouvoir assumer. Voilà, ne pas se laisser enfermer et ne pas enfermer non plus les autres. Voilà. Merci encore, mesdames. Merci. Alors, je vais maintenant me tourner vers toi, Christine. Je t'invite à nous rejoindre. Attends. Vas-y, je t'en prie. Assieds-toi confortablement. Je suis bien. Donc, Christine, tu es la vice-présidente de la mission Cancer Horizon Europe, ce qui est déjà ce qui est très flatteur, qui est une mission qui se donne l'objectif ambitieux de réaliser des changements systémiques dans la prise en charge du cancer d'ici à 2030. Ce qui est là aussi... voilà. Alors, peut-être, est-ce que tu peux nous en dire plus, et peut-être tu peux nous en dire plus surtout sur la partie de la participation citoyenne à la recherche, parce que l'Europe est particulièrement ambitieuse dans ce domaine. Bon, donc, déjà, merci à vous tous d'être là. Je trouve que c'est un moment très, très chaleureux. Je trouve que c'est un petit peu difficile de passer après... le témoignage des sentinelles, mais bon, donc je vais essayer de vous apporter quelque chose peut-être d'un peu plus concret, mais je pense que ça va quand même résonner avec tout ce que les sentinelles ont dit jusqu'à présent. Alors déjà, c'est pas que la mission cancer. Dans la réflexion qu'a menée la Commission européenne en 2018 pour réfléchir à qu'est-ce qu'il fallait faire de plus pour faire avancer la recherche de manière plus rapide, et surtout pour un certain nombre de défis qui étaient face maintenant aux citoyens et aux politiques, qui étaient donc forcément le réchauffement climatique, cela vous parle, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour de les sols et les forêts et les eaux et les océans et les rivières qui doivent être beaucoup plus sains, les villes qui doivent être intelligentes et carbone neutres, et le cancer. Il est vrai que quand on se met à l'échelle européenne, le cancer est soit la première ou la deuxième cause de mortalité. Et que ce soit le climat, que ce soit nos sols, forêts, rivières et eaux, il est vrai que si on ne se remue pas d'une manière différente et plus rapide, le nombre de personnes qui vont mourir de cancer, et heureusement aussi, le nombre de personnes qui vont vivre avec un cancer longtemps et qui vont survivre après un cancer va croître de plus en plus. Et donc, devant ces 5 défis, la Commission européenne s'est reposée sur un concept de programmation de la recherche qui s'appelle le concept de mission. Alors, ce n'est pas le terme de mission qu'on a l'habitude d'utiliser. Je vais en mission pour, je ne sais pas, nettoyer la forêt de Fontainebleau, j'habite à côté. Ou ce n'est pas le terme de mission qu'on utilise de manière, disons, plus limitée. C'est un réel concept. Et ce concept se base sur le fait que si on met tout le monde qui se sente... porté par une question.
par un projet pour lequel ils sentent qu'il faut se mettre ensemble pour pouvoir résoudre ce problème et y apporter des solutions, que là, il y a une valeur ajoutée parce que tout le monde est ensemble, premièrement, à identifier la même question et le même enjeu, et parce que toutes ces personnes sont d'accord pour trouver des solutions ensemble. Et donc, c'est tout ce concept de mettre toutes... Alors, c'est un terme que j'ai jamais aimé, qui s'appelle partie prenante. Alors, j'ai appris ça quand j'ai travaillé à l'INCA. Mais c'est vrai, ça donne vraiment une réelle, disons, une signification tout à fait concrète aux parties prenantes. C'est vraiment toutes les parties qui veulent vraiment prendre la cause, le problème, ensemble pour pouvoir y apporter une réponse. Alors, ce concept, voilà, c'est écrit, bon, il est défini. 2 documents ont été écrits par une économiste, Mariana Mazzucato, que la Commission européenne a demandé à mettre noir sur blanc quels étaient les critères pour mener une mission et comment on pourrait éventuellement y parvenir dans un milieu qui, jusqu'à présent, et c'est ce que vous avez dit, on travaille en silo, chacun se met dans une case et on a toutes des règles très strictes, des règles intéressantes et obligatoires, mais qui, bien sûr, nous figent dans des carcans de plus en plus rigides. Et donc, le concept de mission, d'abord, et c'est ça le chiffre que tu as dit, 2030, c'est que la mission, le concept de mission oblige, dans une programmation de recherche et d'innovation, d'avoir une cible précise, quantitative dans le temps. Alors, pour ceux qui font de la recherche, et pour vous, les sentinelles qui avez participé à leur recherche, vous savez qu'on ne sait jamais quand les résultats de la recherche vont être intéressants ou pas. Ça peut être demain, mais le plus souvent, c'est dans 10 ou 20 ans. Et donc, le fait d'être obligé de donner un but quantitatif dans le temps à la recherche est quelque chose qui nécessite obligatoirement de sortir du cadre de la recherche, d'obliger les gouvernements, les instances qui travaillent jusqu'à présent sur la recherche d'avoir des mesures flexibles. Et donc, la seule solution qui est trouvée, c'est bien sûr pour pouvoir faire changer les cadres, les règles, c'est de mettre tout le monde autour de la table, puisque si tout le monde est autour de la table, la force va pouvoir faire bouger les choses, puisque toutes les parties prenantes, y compris ceux qui font les règles, seront là dès le début. Alors, je vais terminer là. C'est très abstrait dans les bouquins. C'est quelque chose qui, comme vous pouvez imaginer, les missions ont été lancées en 2019, on est en 2023. On en est au deuxième, board des missions. C'est quelque chose qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été accepté par les chercheurs, par ceux qui font les lois, parce que forcément, ça change la manière de faire. Ça change l'ego. Le chercheur, c'est lui qui dit le sujet de recherche qui est le plus important. Le législateur dit c'est ce thème qu'il faut développer pour la recherche ces prochaines années. Donc ça change, et ça a changé parce que justement, comme l'exemple de Sentinelle, au fur et à mesure que les années passent, des témoignages de « eh oui, la recherche participative, ça existe déjà depuis longtemps ». Et oui, la recherche participative a fait bouger des murs. Et oui, la recherche participative a permis d'apporter des résultats. Et donc, on balbutie. Mais heureusement, les choses changent. Et donc, oui, comme Gabrielle l'a dit, j'étais très impressionnée. Oui, l'hybridation, de temps en temps, ça existe. Vous avez cité des exemples. Moi, je peux en citer. Alors, forcément, c'est peut-être un peu péjoratif de dire qu'on n'en est qu'au moment des exemples, mais la transformation d'une culture, la transformation de la mentalité, ça prend du temps. Mais on est
disons au moins au niveau de l'Europe, que ça vienne, disons, d'en haut, que maintenant, moi, nous sommes 15 membres du board, forcément 15 États membres différents. On est responsable, ambassadeur de nos pays. Donc moi, j'ai bien sûr la France et le Luxembourg cette fois-ci. On est là pour pouvoir faire en sorte que ce concept de mission puisse aussi prendre une place importante dans chaque État membre, donc dans chaque pays. La France a quand même beaucoup d'exemples où ceci se fait. Sentinelle en est un. Il me manque encore, je pense, des réels exemples de co-construction, de coparticipation. Je pense qu'on en a beaucoup. De co-construction dès le départ, on n'y est pas encore, mais je pense que le pouvoir de communautés, de personnes telles que Sentinelle, mais il y en a d'autres en dehors de Sentinelle, je pense que c'est votre force de pouvoir maintenant que vous, j'espère, vous vous sentez forte, de pouvoir vous-même commencer à dire, mais j'aimerais bien construire quelque chose avec vous. Voilà. Merci Christine. Alors tu as raison, les exemples sont encore assez peu nombreux. Ceci étant dit, sur la co-construction, et il y en a parmi vous qui peuvent en témoigner de première main, voilà, il y a Muriel qui est là, qui fait partie d'un groupe qui travaille avec Marie depuis 2020. Il y a Charlotte aussi, il y a Tanguy qui est là. C'est un groupe qui travaille main dans la main, chercheurs et citoyens, depuis 2020, à faire émerger des questions de recherche inédites et à mener ces projets de recherche de bout en bout, main dans la main, en allant jusqu'aux analyses des résultats, aux interviews, à la participation des interviews. Donc oui, c'est encore extrêmement naissant, mais ça y est, ça arrive. Ça arrive. Et moi, j'avais envie de te poser une question, Christine, sur justement, concrètement, qu'est-ce que l'Europe nous recommande de faire et comment est-ce qu'elle peut nous aider à pousser la participation citoyenne? Parce que, comme tu le disais, il y a des freins. Et on est payé pour le savoir, nous. Payé? Ouais, c'est une bonne idée. Tu as raison. Alors, en fait, ce que la Commission européenne demande, et donc, par exemple, moi, j'en suis une des personnes, c'est qu'on ne peut pas faire changer quoi que ce soit si on n'a pas d'exemple et si on ne sait pas qu'il y a des personnes qui sont partantes. Voilà, donc on a besoin d'écrits, on a besoin de manifestes, on a besoin de papiers, on a besoin de regroupements qui permettent de dire, non seulement à la Commission européenne, mais aussi dans chaque pays, il existe des groupes, il existe des exemples de co-construction, et surtout, la Commission européenne, mais n'importe quelle instance, même en France, n'aime pas cautionner des actions qui n'ont pas été couronnées de succès et acceptées par le reste du monde. On n'aime pas prendre de risques. À partir du moment où on a des exemples, où on sait que ça peut marcher, on se dit on va peut-être pouvoir y aller. Donc on a besoin d'exemples de succès, on a besoin de témoignages, justement, de personnes, de citoyens qui disent, moi, la recherche, enfin tout ce que vous avez dans votre impact, moi, la recherche participative, c'est quelque chose, notamment puisqu'on est dans le domaine du cancer, mais il faut aller au-delà, je pense, du cancer et aller au moins dans le domaine de la santé, surtout si on parle de citoyens. De participer, ça nous permet aussi, et c'est sorti de vos questionnaires, et ça fait partie de ce que l'on sait de la recherche participative, et je ne vais pas trop en parler parce que Marie est au bout, là, elle m'écoute, mais en effet, les personnes et les citoyens qui ont participé à de la recherche s'en sont sentis, disons, plus forts, plus, disons, connaisseurs de ce que c'était qu'une cellule, qu'une maladie, que la santé. Et donc, ce retour, entre guillemets, sur investissement, tu as eu aussi, toi, cet exemple, et Gabriel aussi, je pense que le bénéfice que cela peut apporter aux citoyens de pouvoir, en effet, participer à leur recherche, ça, on a besoin de ce témoignage-là. Alors, après ça, on a également, alors malheureusement, on essaye de faire bouger les murs, mais ça ne marche pas. Dès qu'il y a de l'argent quelque part, il faut que ça sorte d'une manière, disons, qui suive des règles bien précises. Et donc, il y a des appels d'offres. Et donc, ces appels d'offres, en effet, sont là pour pouvoir essayer de creuser un peu plus sur ce qu'on ne connaît pas.
Et donc, ce qu'on ne connaît pas, c'est là où les citoyens sont importants, et on l'a entendu, c'est notamment dans deux parties qui nous paraissent absolument capitales pour vaincre le cancer. C'est la prévention. Donc et justement, c'est ce qu'il y a pour moi le plus proche du citoyen et de la santé. C'est pas simplement prévenir le cancer, c'est prévenir toute autre maladie, et c'est autour de la santé, et bien sûr tous les problèmes du dépistage. Bon, pourquoi il y a tellement de freins au dépistage, et donc là, on ne peut y arriver que en s'appuyant sur les citoyens et sur leurs ressentis, leurs blocages. Et si on ne va pas auprès des citoyens pour les faire parler et témoigner, on a beau sortir toutes les mesures, tous les tests et tous les remboursements possibles, de toute façon, quel que soit le pays, on est à 30%, en dehors du cancer du sein, on est à 30% de suivi de dépistage. Donc ça, c'est le premier élément où les citoyens, on en a vraiment besoin. Et l'autre partie que vous représentez en tant que, alors je le dis, communauté, c'est la partie qualité de vie. Les questionnaires de qualité de vie, jusqu'à présent, se sont reposés sur des questionnaires de chimiothérapie. Bon. Après ça a été, pour les questionnaires d'immunothérapie, on a sorti les questionnaires de chimiothérapie et on s'est rendu compte que forcément, ce n'était pas la même chose. Bon, mais ça n'a pas beaucoup changé. Bon. Et alors, par contre, les questionnaires de qualité réelle de la vie des gens et des patients, des aidants et des personnes qui ont vécu un cancer, mais il y a même 10, 20 et 50 ans, là, ça n'existe absolument pas. Donc, des appels d'offres et des réunions. Voilà. Donc, en gros, de démontrer que cette communauté vit et veut participer et apporte des données, c'est quelque chose que veut vraiment la communauté européenne. Alors, par contre, je ne suis pas non plus celle qui peut apporter que des bonnes nouvelles. Tu l'as dit, c'est compliqué pour... même si on lance les appels d'offres, on se retrouve avec toujours le même écueil, c'est qu'il n'existe qu'un certain type de personnes, de structures qui peuvent répondre à un appel d'offres. Bon. Donc il faut être imaginatif. On est dans une période où normalement je ne pense pas que le concept mission à la Commission européenne va s'arrêter, où on a le droit de prendre des risques. Bon. Donc il faut être imaginatif et il faut proposer. Si les structures que vous avez actuellement ne vous permettent pas de répondre à des appels d'offres, il faut imaginer d'autres structures qui peut-être soit d'emblée, alors je crois que c'était toi qui l'avais utilisé, contourner la manière de répondre à l'appel d'offres. Bon, c'est pas moi, voilà, contourner la manière de répondre à l'appel d'offres, mais aussi, je veux dire, cette partie de faire de la co-construction, ça va justement aussi dans cette manière de co-construire comment faire un financement. Comment faire une réponse à un appel d'offres si on ne le fait pas ensemble? Donc, si vous n'allez pas travailler avec des personnes qui pourraient vous financer, vous n'arriverez jamais à trouver la solution adéquate. Donc, cette co-construction doit aussi se jouer à ce niveau-là. Et j'en profite pour te remercier, Christine, parce que tu nous accompagnes et assez activement, justement, dans la co-construction, en particulier avec les institutionnels. Parce que oui, il y a un vrai sujet sur le financement et merci d'être là à nos côtés. Je suis ravie. Gabrielle, est-ce que ça vous inspire Ah bah oui, plein de choses. Merci beaucoup, c'est passionnant. Il y aurait 10 000 choses à dire, mais je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà, non, mais en tout cas, juste quelques points. En fait, ce que je trouve très intéressant en vous écoutant tous, c'est que, en fait, aujourd'hui, le drame, c'est quand on pense innovation, on pense tout de suite nouvelles technologies, drones, intelligence artificielle, enfin des trucs complètement fous. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est de montrer que l'innovation prend 1000 autres formes. Et quand on parle de progrès scientifique, ça, c'est un progrès scientifique. C'est comment justement la science se remet en question, pense peut-être de nouveaux procédés, de nouvelles méthodes, de nouveaux savoir-faire, de nouvelles manières de faire de la science. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et ça, pour le coup, en termes d'innovation scientifique, je trouve que c'est effectivement intéressant à souligner. Et c'est intéressant quand vous disiez, oui, le sujet de la co-construction, qui nécessite, oui, de nouvelles structures, de nouvelles manières de penser les financements, d'ailleurs peut-être des financements un peu plus hybrides, oui, public, privé, là, il y a plein de choses effectivement à penser. Aussi, les catégories juridiques ne savent pas embrasser justement ces nouvelles réalités hybrides et ces nouveaux types de partenariats, donc il va falloir peut-être justement faire travailler les juristes pour qu'ils puissent justement peut-être construire des catégories juridiques beaucoup plus aptes, en tout cas à embrasser
ces réalités. Et un deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'était sur la question justement civique et démocratique. Parce qu'en fait, alors là je m'appuie sur les travaux de Jacqueline de Romilly, mais justement quand elle réfléchit à la démocratie à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, en fait, elle explique que ce qui fonctionnait bien justement dans cette démocratie, c'est que finalement, tous les citoyens avaient le temps de pouvoir s'exprimer pendant un certain temps, et puis étaient écoutés par tout le parterre des autres citoyens. Alors bon, ça marchait parce qu'ils étaient genre 500 et que les femmes et les esclaves n'étaient pas citoyens. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ça marchait parce que elle dit la démocratie athénienne, en fait, c'était l'égalité de parole et l'égalité d'écoute. Et elle explique justement que le drame, effectivement, avec les années et les siècles, c'est que avec la démocratie où finalement on coche un nom, enfin voilà, on met un nom, un bulletin, c'est que finalement il n'y a pas toutes ces nuances que l'on peut apporter, tout ce, en tout cas un discours ou un propos que l'on pourrait apporter en plus qu'un oui ou un non dans un voilà. Et je trouve que c'est intéressant, en tout cas là dans le sujet qui nous rassemble, cette question justement de l'égalité de parole et de l'égalité d'écoute. Et justement, sur la question scientifique, et donc sur cette question justement de la participation citoyenne, qui va au-delà de la question de la maladie et qui porte sur plein d'autres sujets, je pense que c'est peut-être quelque chose sur lequel on pourrait collectivement réfléchir. Finalement, c'est quoi être citoyen et comment peut justement s'exprimer, en tout cas comment construire ou reconstruire les conditions justement de la démocratie. Oui, donc ce qu'on fait est bien politique. Bon, nous arrivons à la fin de la première partie de cette soirée. Merci à toutes nos intervenantes qui, je pense, ont éclairé à la fois les 10 dernières années et puis aussi les 10 prochaines. Moi, je me suis noté quelque chose. Je me suis noté la métamorphose réciproque. Je me suis noté la société de la relation. Je me suis noté prendre des risques. Je me suis noté le besoin de témoignage. Et merci, mesdames, d'avoir été là ce soir pour témoigner. On voit à quel point c'est important. Je me suis noté l'importance d'avoir de penser et de proposer des structures hybrides. Ça, je pense, ça va nous nourrir. Et puis, ce que vous venez de dire, Gabriel, sur l'égalité de parole et l'égalité d'écoute, qui est si importante en matière de recherche et qui l'a été autant dans les 10 dernières, que je pense elle le sera dans les 10 prochaines. Comment est-ce qu'on travaille cette égalité entre la parole et l'écoute ? Donc vous l'aurez bien compris, au cours des 10 prochaines années, plus que jamais, on veut être un pont. Plus que jamais, on veut nourrir la relation, on veut nourrir la collaboration. On veut participer au changement de posture où chacun fait un pas vers l'autre. C'est intéressant que vous utilisiez le concept du centaure parce que souvent, j'explique que il faut que tout le monde descende de quelque chose pour se rencontrer. Et je dis souvent qu'il faut que les chercheurs descendent de leur cheval. Et que les personnes qui ont été malades descendent de leur croix. Et que chacun, on se retrouve en étant descendu chacun. Et je trouve que ce concept du centaure, effectivement, il faut descendre de son cheval. Voilà, plus que jamais, nous voulons inventer avec vous, parce qu'il va falloir qu'on invente des choses hybrides. Donc, il va falloir qu'on invente avec les chercheurs, avec vous les sentinelles, avec les institutionnels. Comment est-ce qu'on peut faire ça à beaucoup plus grande échelle ? Parce qu'on l'a évoqué, on a déjà, nous, à l'échelle de Sentinelle, quelques exemples, mais ça reste, même au sein de Sentinelle, ça reste minoritaire dans ce qu'on fait. Donc, comment est-ce qu'on change d'échelle ? Alors, on l'a vu, avec juste un email, on peut générer 113 000 participations à la recherche. Donc, c'est qu'il y a certainement des outils qu'on peut inventer, mutualiser, détourner. Oui, on contourne, on détourne, on truande, voilà. Qui vont vraiment nous permettre d'exploiter au mieux les savoirs expérientiels des citoyens au sein de la recherche. Et c'est quelque chose auquel on travaille déjà dans le cadre du projet WeShare, sur lequel nous travaillons aux côtés d'Unicancer, de l'Institut Gustave Roussy, de la plateforme Qualité de vie et cancer et de Polytechnique. Mais je suis sûre qu'on peut aller encore plus loin. Et ça, c'est un des caps qu'on se donne pour les 10 prochaines années. C'est vraiment d'inventer les nouveaux outils au service du dialogue, de la relation et de la collaboration. L'autre cap que nous nous fixons pour les 10 prochaines années, c'est de faire école.
Oui, rien que ça. Mais on se dit que si ça a marché pour le cancer, ça peut certainement marcher pour d'autres pathologies. Et on travaille actuellement avec la Fondation Fondamentale à créer une nouvelle communauté qui sera parallèle des Sentinelles et qui sera une communauté pareille de citoyens qui collaborera avec les chercheurs qui travaillent dans le champ de la maladie mentale. Et on espère que c'est une première pierre, c'est une deuxième communauté, et on espère faire beaucoup de petits dans l'avenir et que d'autres pathologies puissent bénéficier de communautés comme celle-là. Et puis, si ça marche en France, ça peut peut-être aussi marcher ailleurs qu'en France. Et Christine, merci de nous l'avoir rappelé, l'Europe est assez ambitieuse en matière de collaboration de citoyens et de participation des citoyens à la recherche. Donc, un des caps qu'on se donne pour les 10 prochaines années, c'est de trouver les bons partenaires européens qui vont nous permettre d'essaimer dans d'autres pays. Parce qu'on pense que faire société comme on le fait aujourd'hui, ça aurait beaucoup de valeur de le faire à l'échelle de l'Europe. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, ce projet, c'est une formidable aventure humaine. On espère que ça va le rester. Donc, s'il y a des caps que j'ai présentés là qui vous intéressent et sur lesquels vous avez envie de travailler avec nous, venez nous voir. On sera ravis de collaborer. Et je peux témoigner personnellement que ce projet vous rend au centuple ce que vous lui donnez. Donc, il nous reste... Alors, j'ai juste oublié les questions, non? J'ai oublié les questions. Ah ben, j'ai oublié les questions. Bon, mais on a quand même des questions. Lydia, Lauriane, est-ce qu'on a des questions? Je suis désolée, j'ai sauté sur la conclusion. J'ai oublié les questions. Oh, je suis confuse. Je pense que c'est bon. Effectivement, on a quelques témoignages aussi et remerciements, surtout de la part de nos sentinelles connectées. Et je vais essayer d'être un bon porte-parole aujourd'hui. On a bravo pour votre soutien et votre joie de vivre. Toutes et tous solidaires, activités réalisées gratuitement. Quel bonheur, quel beau chemin, quelle équipe de chic et de choc. Bravo Guillemette, quel plaisir de retrouver l'équipe Sentinelle. Bravo à tout le monde. Je me suis inscrite en 2021 et je découvre ce soir ce qu'est vraiment Sentinelle et les aspects très innovants et modernes de vos démarches. Bravo et tous mes encouragements à l'équipe, ma foi très féminine, mais ça fait plaisir. Excellente restitution, merci. Merci pour ces présentations super claires qui ne font que renforcer mon admiration pour tout ce travail accompli. Exceptionnelle d'humanité, superbe. Santé participative, c'est très très motivant de vous écouter. Bravo. Très beau et émouvant. Très belle soirée, motivante et chaleureuse. Et ensuite, on a quelques questions qui sont vraiment très intéressantes. On a essayé de les sélectionner. Alors, la première, c'est peut-on considérer que les sentinelles sont représentatives de la population générale? Nous sommes peut-être plus motivés, finalement, que les autres. Ah, ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Non. Non, les sentinelles ne sont absolument pas représentatives de la population générale. On rencontre exactement la même difficulté que la plupart des chercheurs, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est difficile de représenter tout le monde dans la recherche. C'est une difficulté très, très transversale à l'ensemble de la recherche et particulièrement vrai chez Sentinelle, où effectivement, il y a un biais de recrutement qui est double. Il y a un biais qui est lié à l'outil digital, qui n'est pas toujours accessible pour tous, et puis il y a un biais qui est lié à la lecture et à l'importance de la lecture dans tout ce que l'on fait, puisque on demande aux gens d'être parfaitement autonomes dans le remplissage des questionnaires, dans la participation à la recherche, et ça, c'est pas accessible à tout le monde. Donc non, malheureusement, nous ne sommes pas représentatifs de la population française. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille, alors essentiellement en partenariat, en collaboration avec d'autres associations qui savent très bien faire ça, qui savent très bien faire ce que tout le monde appelle l'aller vers. Et effectivement, pour tempérer un peu ça. Et ensuite, tout à l'heure, ça a été lu par Fanny, hein, on a conscience que vous êtes un peu une communauté de poissons pilotes.
Et oui, vous n'êtes peut-être pas représentative de l'ensemble de la population, mais votre motivation fait que ça fait avancer tout le système. Donc, tant pis. On va faire de notre mieux pour améliorer ça, mais pour l'instant, on est déjà très content de ce qu'on a. Et une deuxième question qui est peut-être plus compliquée. Est-ce que les sentinelles pourraient avoir un rôle de médiation ? J'entends par là être un relais auprès des structures locales, hospitalières, administratives comme des ARS, des référents locaux, facilitateurs d'interaction. Oh, waouh! C'est ce qu'on s'est dit aussi. Bon, on se met ça comme quoi, 3e axe ou 4e axe? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'on... je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous, mesdames les sentinelles, vous seriez mieux à même de répondre, mais je ne suis pas sûre qu'on fasse suffisamment appel à vous. C'est aussi pour ça qu'on se fait engueuler, généralement, parce que vous avez le sentiment de ne pas être aussi utile que vous pourriez l'être. Donc peut-être que ça pourrait être une nouvelle piste à explorer d'utilité que vous pourriez avoir pour faire avancer les choses sur le terrain concrètement. On va se le noter comme un axe. Merci Lydia. De rien, et tu vas pouvoir refaire une conclusion. Non, on va prendre des questions dans la salle si vous en avez. On a des micros. Surtout, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ah, il y en a une. Tiens. Merci. C'est plus une remarque qu'une question, en fait, qui fait suite à ce qu'on disait tout de suite sur la représentativité. Donc, je travaille à l'INSERM pour un service qui a fait le service Sciences et Sociétés, qui avant s'appelait la mission association, donc qui a des liens avec les associations depuis une vingtaine d'années. Moi, j'étais pas là, hein, mais cette question de la représentativité, on se la pose souvent, et en fait, je pense que c'est effectivement difficile, voire impossible d'atteindre un niveau de représentativité totale. Mais par contre, souvent cette question se dit, c'est pas la représentativité qui est importante, c'est la légitimité, en fait. Donc voilà, c'était juste cette remarque-là, la légitimité à parler, à représenter, etc. C'est intéressant, merci Fabien. Il n'y a pas de doute. D'autres questions, remarques? Ah, il y en a une là. Ouais. Bonsoir, moi je m'appelle Floriane, donc je suis sentinelle, et au cours de mon parcours de soins, chaque fois que je pouvais répondre en fait à vos études, je le faisais, et c'était un grand moment de plaisir, parce que j'étais très étonnée en fait que je vous connaissais pas avant, mais que les questionnaires soient aussi pointus, humains, et que tous les aspects soient abordés, les aspects émotionnels, le ressenti. C'est-à-dire que parfois, en tant que patiente, on répond à des questionnaires et on est un peu agacé, on se dit ils ont oublié les trucs les plus importants. Et donc, Sentinelle, moi, c'est devenu à un moment donné un espace vraiment, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue être une patiente éclairée, extrêmement important pour moi. Et donc, je ne peux pas parler au nom des autres, hein, mais en tout cas, pour moi, ça a été extrêmement important. Et voilà, je voulais vous remercier parce que c'est vraiment un super travail. Ça nous permet aussi de prendre de la hauteur et effectivement de penser à poser des questions aussi aux médecins, voire à changer d'équipe médicale. Ça m'est arrivé aussi. Donc voilà, je voulais vous remercier vraiment pour ça. Oh, merci Floriane. Et je pense que votre témoignage illustre exactement ce qu'on a démontré dans la mesure d'impact et qui était pour nous à la fois quelque chose qu'on intuitait, mais qu'on n'osait pas penser pleinement. Et merci de ce témoignage qui illustre parfaitement bien ça. Et merci aux chercheurs qui ont la patience de me supporter pendant les relectures de questionnaires. Parce que je les tanne. Alors, c'est une co-construction dans la mesure où on a d'un côté la rigueur méthodologique et de l'autre côté ce que moi j'appelle la considération. Et le travail que l'on fait ensemble, et qui peut être un peu laborieux, hein, est un travail de comment est-ce qu'on conjugue ça. Comment est-ce que je conjugue, comment est-ce que le chercheur a le sentiment d'avoir un questionnaire qui va être solide scientifiquement, qui va lui permettre de publier, tout en ayant beaucoup de considération pour les personnes qui vont répondre. C'est extrêmement bien réussi. Merci. Merci.
Est-ce que vous avez une dernière question avant qu'effectivement je conclue pour de vrai? Non? Bon, je crois qu'il est venu le temps qu'on passe à la deuxième partie de la soirée. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis en ligne ce soir. C'est là que nos chemins se séparent. Merci de vos témoignages. Merci Lydia d'avoir été la voix des sentinelles en ligne. C'était extrêmement touchant. Et je vous souhaite une très très bonne soirée et à très bientôt. Ah ouais. Ah merde. Tu vas pas y couper. Bon, ce sera très rapide, mais je pense qu'au nom de deux communautés, des sentinelles et des chercheurs, merci pour tout, parce que sans toi, eh bien évidemment, Sentinelle n'existerait pas. Merci. Merci. Ah, puis il est beau, hein. Merci.